Donc, Monsieur Augier, merci d'être là ce matin devant notre commission d'enquête. Donc, traditionnellement, les personnes entendues par la commission doivent prêter serment. Je vous rappelle que toute information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête ne peuvent être divulguées ou publiées et qu'en cas de faux témoignage, elles sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Donc, Monsieur Augier, je vais vous demander de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Donc je dirai toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Merci. Donc je vais donner la parole, comme d'habitude, à notre rapporteur. Non, d'abord à vous pour un exposé, puis notre rapporteur posera quelques questions, puis les membres de la commission qui sont là vous poseront également des questions. Bon, je vous donne la parole, Monsieur Augier. Merci, Madame. Donc c'est bien volontiers que j'ai répondu à l'invitation de votre commission, mais je tiens évidemment, en préambule à dire que je ne suis nullement concerné à titre personnel par les pratiques d'évasion de ressources financières ou d'évasion fiscale. Donc je tiens à dire de la façon la plus solennelle qu'en ce qui me concerne, ni directement ni indirectement, je n'ai eu recours à aucune pratique qui ait conduit ou qui ait essayé de conduire à un avantage fiscal. Je suis personnellement fiscalisé en France et je l'ai toujours été, même pendant la période où je travaillais très souvent en Chine. Je ne fais aucun investissement personnel direct. Tous mes investissements transitent par mon petit groupe dont le holding de tête s'appelle Euran. Alors il est vrai, et la presse en est fait l'écho, que Euran, dans un cas directement et dans un autre cas indirectement par le biais d'un sous-holding que j'ai créé à Hong Kong pour mettre dans une seule entité les différents investissements que mon groupe a réalisés en Chine. Donc dans ces deux cas, des investissements ont été faits dans des sociétés immatriculées aux îles Caïmans, sur lesquelles je reviendrai plus en détail. Mais je n'ai, même par le biais de ces structures, jamais, dans aucun cas, cherché à, encore une fois, même maximiser ma situation fiscale, comme disent les entreprises. Ça n'a jamais été le cas. Et je dirais donc, en réfléchissant un petit peu à ce que j'allais bien pouvoir vous dire et quelle réflexion je pouvais mener avec vous ce matin, dit au fond, il n'y a pas d'endroit qui soit, je pense, en soi, un paradis fiscal. Un État, un pays ne peut être utilisé comme paradis fiscal, mais c'est la pratique de ceux qui y investissent ou y ouvrent des comptes qui en font un paradis fiscal. Dans mon cas, un investissement dans une société donc en l'occurrence immatriculée aux îles Caïmans, était traité exactement comme un investissement normal, déclaré au bilan des holdings, et il se trouve qu'il n'y a pas eu, en tout cas, il n'y en aura pas d'une façon certaine pour une des sociétés de plus-value sur un investissement. Pour l'autre, qui est toujours actif, il y aura peut-être une plus-value. Si c'est le cas, cette plus-value remontera dans le holding et in fine, dans mon holding personnel. Voilà, donc ça, c'était la partie personnelle que je tenais à clarifier. Alors, pourquoi, dans deux cas, avoir accepté d'investir dans des sociétés immatriculées aux îles Caïmans ? Les deux cas sont très différents. Dans l'un, qui était un investissement dans une chaîne de librairie privée, investissement réalisé en 2005, j'avais un rôle leader dans la gestion et dans l'investissement. Mais c'était une opération de prise de contrôle d'une société qui avait été créée par un entrepreneur chinois dont le groupe de librairie porte le nom, M. Sichou, et cet investisseur chinois avait l'idée, avait de grandes ambitions pour son petit groupe, et moi aussi d'ailleurs, et donc nous avions à l'idée, après une prise de contrôle majoritaire, mais pas totale par mois, de coter ce petit groupe. Or, déjà à cette époque, et toujours aujourd'hui, pour les sociétés qui travaillent en Chine, sont cotées à Hong Kong, l'immatriculation aux îles Caïmans est quelque chose qui est extrêmement courant.
Alors, je n'ai pas regardé quel est le pourcentage des sociétés immatriculées à Hong Kong dont la société de tête est immatriculée aux îles Caïmans, mais il y en a énormément. Et dans les secteurs qui m'ont à un certain moment intéressé, c'est même la totalité du secteur. Dans le domaine de l'Internet, toutes les grandes structures sont toutes selon ce schéma. Immatriculation du holding aux îles Caïmans, cotation à Hong Kong et l'ensemble de l'activité en Chine. Dans le secteur du voyage, qui est le deuxième secteur dans lequel j'ai investi, c'est également le cas de tous les grands. Alors, la raison, ce que les Chinois m'ont expliqué à ce moment-là, et les partenaires que j'avais pour ces opérations, c'est qu'en fait, l'immatriculation du holding de tête aux îles Caïmans était considérée comme une garantie pour les investisseurs étrangers, et notamment les investisseurs américains. Puisque comme ça, ils échappaient à la juridiction de Hong Kong pour les titres du holding de tête, et ça leur apportait une certaine garantie. Par ailleurs, j'ai retrouvé dans les documents que j'ai préparés pour cette petite commission, parce que j'avais posé des questions pour le premier investissement, mais pourquoi les îles Caïmans? Moi, j'ignorais tout. Il m'avait fait une petite fiche, enfin, il m'avait donné une fiche que quelqu'un d'autre avait fait, je crois, récapitulant les intérêts des îles Caïmans. Mais encore une fois, l'intérêt qui était l'argument principal qui était présenté était celui-ci. Pour les investisseurs américains, c'est une garantie. Alors, je vais maintenant revenir un peu plus en détail, si vous voulez bien, pour être tout à fait transparent, sur les deux investissements que j'ai faits. Cela, je pense, peut vous intéresser. Donc, le premier dans la société Sichou, donc, qui était une chaîne privée de librairie, qui m'était présentée comme ayant un peu plus de 600 points de vente en Chine et qui était de loin la première société de librairie privée chinoise, qui faisait un chiffre d'affaires, vente totale du réseau. Le réseau est organisé sous forme de franchise pour l'essentiel, qui est annoncé à peu près 45 millions de dollars. Donc cet investissement, je l'ai fait en 2005. Et en fait, il s'est fait en plusieurs phases, car il m'avait été présenté, ce qui était vrai, que la société avait des besoins financiers assez immédiats. Et donc, nous n'avions pas le temps de transformer la nature juridique de la société de tête du groupe Sichou, qui était une société de droit purement chinois, en une société susceptible d'accueillir des investisseurs étrangers. Donc ça, c'était le schéma, transformé en société WOFI, avec un actionnaire étranger qui détenait la totalité du capital. Mais ça prenait du temps. Et donc, dans un premier temps, ce qui a été convenu, et l'accord qu'on avait, c'était que mon partenaire et moi, puisque j'avais dans cette opération un partenaire qui faisait un quart de l'investissement et moi les trois quarts, donc mon partenaire et moi faisions des prêts à la structure, et ces prêts devaient in fine être consolidés, apportés dans le holding de détention. Donc toute l'année 2005, mon holding RAN a fait des prêts pour un montant total qui a atteint en fin d'année 300 000 €. Et mon partenaire français, l'autre qui s'appelle Jacques Rougeau, a apporté 100 000 €. Et tout ça a été fait sous forme de prêt qui donc devait être apporté à une structure. Donc parallèlement à et en même temps, pour mieux connaître l'entreprise, Jacques Rougeau et moi la dirigeons. Donc c'était une façon aussi, si vous voulez, de bien connaître l'affaire. Pardon. C'est trop détaillé. Je vous prie de m'excuser, j'aurais juste une petite précision à ce niveau-là. Pardonnez-moi. Avec l'autorisation du rapporteur et la vôtre, l'apport de ces fonds s'est fait par un virement bancaire normal d'une banque française à une banque chinoise? Oui. Voilà. D'accord. Oui. Ça s'est fait directement de la banque de RAN, qui est la BNP, sur la banque en Chine. Donc, j'ai plus en mémoire la banque que c'était, mais la banque en Chine du groupe Sichou. Oui, donc c'est tout à fait clair. Il y a tout à fait clair. Non, mais si vous voulez, comme les questions vont probablement devenir de plus en plus techniques en cours de route, je me suis permise de vous interrompre pour qu'on ne revienne pas sur ce détail du schéma. Pas de problème, bien volontiers. Beaucoup.
Alors, vous allez voir, il y a quelque chose de plus amusant, c'est qu'en parallèle, donc, nous faisions ces prêts pour que la structure tienne. C'était la contrepartie pour un accord qui était une promesse de cession, en fait, qui avait été signé, qui nous avait été donné par M. Sichou, et nous dirigions directement l'affaire, ce qui était une bonne façon de la connaître. En parallèle, donc, et c'est mon partenaire Jacques Rougeau qui s'occupait de ça, donc à la demande de M. Sichou, a été créé un holding aux îles Caïmans qui s'appelait International Bookstore Limited, et qui avait pour vocation donc à ensuite recevoir les apports, recevoir les titres de la société Sichou et devenir le holding de contrôle. Mais il se trouve que les choses ont pris du temps. Qu'il n'était pas urgent pour nous d'ouvrir un compte bancaire pour la société IBL immatriculée aux îles Caïmans, puisque les fonds étaient prêtés et destinés à être apportés. Et donc, en fait, cette société IBL n'a jamais eu de compte bancaire. Pourquoi ? Parce qu'à la fin de l'année 2005, nous sommes aperçus, Jacques Rougeau et moi, qu'en fait, alors non seulement la situation, effectivement, on se doutait bien que la situation n'était pas bonne, puisque l'entreprise avait besoin de nos prêts, mais le petit audit préalable que j'avais fait, je suis un spécialiste de la franchise, donc j'avais posé des questions très précises sur les relations entre le franchiseur et le franchisé. Et en fait, l'auditeur chinois que j'avais mandaté pour cet audit avait en fait mal fait son travail et s'était contenté de recopier ce qu'il y avait dans les comptes de la société. Et donc en réalité, les relations avec les franchisés étaient très mauvaises et la société ne pouvait pas durablement être profitable. Et donc, à la fin de l'année 2005, Jacques Rougeau et moi avons dit à M. Sichou que nous n'allions pas continuer à investir dans cette structure. On a cherché d'autres investisseurs, début 2006, fin 2005, début 2006, et puis personne n'est venu, et donc on a laissé tomber. Alors, ça veut dire en pratique que la société IBL aux îles Caïmans, donc qui avait été montée comme une structure d'accueil, n'a en réalité jamais eu de compte bancaire et n'a jamais eu d'activité réelle. Quant aux investissements qui avaient été faits par prêt pour la société Sichou, ils ont été comptabilisés dans mon holding RAN au titre d'un investissement à venir dans la société IBL. Voilà. Et ça a été la fin de cette histoire en ce qui me concerne et concerne mon groupe, parce que j'ai rendu les clés à M. Sichou, et d'ailleurs, peu après, le groupe a peu à peu périclité. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé intéressant compte tenu du sujet de votre enquête, c'est que donc en l'occurrence, la société IBL n'a jamais eu de compte nulle part, et donc le montage a totalement avorté, et la structure créée aux îles Caïmans est une structure totalement creuse, vide et qui n'a aucune activité et aucun actif. Alors, la deuxième opération date de 2007. Alors, elle est de nature un peu différente parce que là, je n'étais pas leader, mais j'avais été approché par deux jeunes Français vivant en Chine et qui connaissaient un peu le domaine du voyage et voulaient créer une plateforme pour les voyages. Alors, quand je dis plateforme, j'emploie un terme un peu vague, pardonnez-moi, mais c'est-à-dire que c'était une plateforme dans laquelle les tour opérateurs étrangers et aussi chinois proposant des voyages à l'étranger pour les Chinois, et notamment en Europe, proposaient leur offre et d'un autre côté pouvaient acheter ces voyages soit des particuliers, soit des agences de voyage. Donc le projet me paraissait intéressant avec de bons professionnels. J'ai beaucoup aidé sur le fond à monter et j'ai fait par l'intermédiaire de mon sous-holding à Hong Kong qui s'appelle Capital Concorde un investissement mais qui était plus d'accompagnement dans cette opération. Donc pour laquelle j'ai beaucoup conseillé ces jeunes Français à monter leur opération. L'investissement qui a été fait au total par ma société Capital Concorde est de 1 115 000 Hong Kong dollars, et donc ça fait à peu près 120 000 euros, 115-120 000 euros. Et ça représente alors c'est un peu varié parce qu'il y a eu 3 augmentations de capital successives, mais ça varie entre 2,5 et 3% du capital total de la structure. Donc là, rôle, si vous voulez, très minoritaire. Alors, dès l'origine, les jeunes Français, avec le tour de table qu'ils avaient constitué, ont choisi également d'immatriculer le holding de tête de leur structure aux îles Caïmans. Et puis ensuite, selon le schéma classique, il y avait une filiale à Hong Kong et puis une filiale en Chine où
dans le domaine du voyage, il y avait des questions un peu complexes de détention de licences d'agents de voyage, et pour lequel il fallait avoir des accords particuliers avec des sociétés chinoises. Donc, ce montage était un peu complexe, mais en tête, il y avait effectivement, pour rapidement les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, puisque là aussi l'ambition était grande. Donc moi, vous voyez, j'ai eu 2,5% en mettant au capital 100 000 euros au total, un peu plus. Donc quand même, il y a eu des investissements beaucoup plus lourds qui ont été réalisés, et cette société avait une grande ambition. Cette société, au moment où nous parlons, existe toujours, mais a connu un certain nombre d'évolutions, et notamment en fait a été fusionnée avec une société purement chinoise, car nos jeunes Français en fait ne connaissaient pas assez les besoins et la façon d'acheter des Chinois. Ils n'ont pas été très bons en marketing. Donc la société ne s'est pas très bien développée, mais la participation est toujours là et toujours vivante. Alors là, simple expérience que j'ai sur ce point. Donc là, la société qui s'appelle Xanadu, XANADU, comme la capitale plus ou moins mythique d'été de Kublai Khan. Donc la société Xanadu a effectivement un compte bancaire, mais qui n'est pas aux îles Caïmans. Le compte, en fait, est dans une filiale de la Société Générale à Bruxelles. Et donc, les virements qui ont été faits par ma société de Hong Kong pour contribuer au capital de cette société ont été des virements faits depuis Hong Kong vers la Société Générale à Bruxelles. Je suis évidemment toujours en très bonne relation avec le fondateur de cette société. Donc, dans la période récente, comme je voyais que tout ça était un sujet d'intérêt public, je l'ai un peu appelé en lui demandant comment ça s'était passé au moment de l'ouverture du compte. Et donc il m'a dit mais en fait que ça n'avait pas été facile et qu'il avait dû, alors non seulement il passait par une banque dont il était par ailleurs client à titre personnel, si j'ai bien compris, donc il lui a demandé des recommandations personnelles, mais par ailleurs il a dû donner en fait tous les éléments de décomposition du capital de la société qui était créée aux îles Caïmans, y compris le pacte d'actionnaires, etc. Donc, et ça semble aussi d'intérêt à exprimer ici, si vous voulez. Je pense en fait que les établissements bancaires, dont le plus souvent on a vraiment besoin, et qui sont évidemment un élément décisif, parce que je pense qu'un investisseur qui fait un investissement dans une société immatriculée dans un endroit un peu exotique est rassuré par le fait que l'argent, en fait, est dans une grande banque internationale. Donc je pense que cet élément-là est un élément décisif. Mais les grands établissements, en tout cas en l'occurrence celui dont je parle, ne font pas cette opération les yeux fermés et au contraire demandent des informations qui vont bien au-delà, me semble-t-il, des obligations légales qu'elles ont. Probablement pour se prémunir contre une évolution de la réglementation ou de la loi qui les amènerait à donner plus d'explications. Voilà. Et donc je pense qu'un des éléments de réflexion, c'est qu'en fait, au moment de l'ouverture des comptes pour des sociétés immatriculées dans un certain nombre de pays ou d'États, puisque les établissements bancaires, visiblement, ont commencé à compléter des dossiers, avoir des dossiers assez complets sur la structure, y compris la structure du capital des sociétés qui demandent à ouvrir des comptes, on pourrait leur demander de le rendre public ou d'en faire état auprès des autorités fiscales des pays, des détenteurs de parts. Voilà, une piste qui me paraît en tout cas claire. Voilà l'expérience que j'ai, moi, dans ces domaines. Voilà, et je suis prêt à répondre à vos questions. Bien, Monsieur Augier, nous vous remercions de cet exposé. Avant de passer la parole au rapporteur, je voudrais vous remercier de votre intervention parce que finalement, c'est la première expression pratique que nous avons dans cette série d'auditions sur l'ouverture de comptes aux îles Caïmans dont vous semblez devoir nous rassurer sur les précautions qui sont prises. Moi, j'ai juste une petite question
préalable. Est-ce que, toujours sur ce virement de 100 000 euros, qui n'est pas une somme très importante, est-ce que vous avez fourni à la banque des éléments pour justifier ce virement? Et est-ce qu'ensuite vous avez eu un suivi de ces fonds? Est-ce que la banque vous a ensuite demandé ou posé des questions sur le retour d'investissement, ou est-ce que c'était simplement un virement sec au profit de... Un tout petit peu complète en disant la chose suivante. Lorsque, depuis Paris, mon compte principal à la BNP, pour mon holding, je fais des virements à Hong Kong, si vous voulez. Là, la BNP me demande toujours des explications. De toute façon, je suis appelé très, très fréquemment sur tout ce qui sort de l'ordinaire. Bon. Et par ailleurs, donc j'ai des contacts réguliers avec chargé de clientèle qui suit mes affaires, et donc ils savent très bien comment évoluent les choses. Donc ça, c'est dans le cas général pour les mouvements qui sont faits de la France vers mon sous-holding à Hong Kong. En revanche, donc à Hong Kong, ma banque est la HSBC. Et dans mon souvenir, je pense que j'ai un bon souvenir, lorsque le virement est parti de la HSBC à Hong Kong vers la Société Générale, si vous voulez, aucune question ne m'a été posée. Alors, est-ce que des questions ont été posées à la société qui gère au plan administratif, si vous voulez, ma société Hong Kong? Franchement, je ne crois pas. Je crois que ça, c'est peu dans les pratiques. Voilà. Non, honnêtement, je ne crois pas que la question ait été posée.